L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes également le grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine Mère en or. Nasrin Fatoumi, merci d'être avec moi. David Kofi Aza, Nasrin Fatoumi. Bonjour professeur, Bonjour. Merci d'être là tous les mercredis. Alors, ce matin, on parle des dispositions spirituelles à prendre pour ériger sa maison. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quel est votre avis sur le phénomène des mères célibataires dans notre société aujourd'hui? Mon avis est... C'est un sujet un peu lourd là. Mitigé. c'est bon, Délicat. C'est un peu délicat parce que en tant qu'initié, il ne nous a pas permis de condamner. Mais déjà la cause. Quelle est la cause de cette situation? Et est-ce que, en tant que mère célibataire, on a un avenir de se remettre encore dans un foyer? Oui. Une mère célibataire peut également se remettre dans un foyer, parce que vous savez que si la fille elle est consciente, après le premier échec, elle doit pouvoir tirer toutes les conclusions, toutes les leçons des actes, soit qu'elle-même elle a posé, ses réactions par rapport à l'homme et tout. Donc elle doit pouvoir faire un bilan. À partir de ce moment-là, elle est pétrie d'expérience, de sorte que à la prochaine expérience conjugale, elle saura quelle disposition prendre pour conserver celui-là. Donc on a plus de chance au fait avec les mères célibataires en matière d'expérience que des jeunes filles qui n'ont aucune expérience, qui ne savent pas comment s'y faire. Pourquoi il est proscrit à certains initiés ou à certaines personnes lorsqu'ils reçoivent le FA d'épouser des femmes qui ont déjà eu un enfant quelque part ou qui ont déjà eu à se marier une fois? Généralement, c'est sur le signe Bavla. Bavla qui dit c'est que un bokonom a fait la consultation au rat qui passe de jar en jar pour dire fais attention à la jar à moitié remplie, c'est pas ça va te noyer. Donc c'est ceux qui ont Bavla, on leur interdit de se marier avec une femme qui entre-temps était sortie d'un autre ménage, parce que ça va les noyer. Mais si elle n'a pas eu un ménage et que c'est juste un coup du soir qui est devenu une grossesse qu'elle a non, eu... c'est fini. C'est fini. Parce que le Elle a bien connu l'homme. Bavla, quoi qu'en soit son âge, s'il veut prendre une femme, il doit épouser une jeune fille. Mais si lui-même il avait déjà un enfant et que ça l'a oui, ça ne le gêne pas. Mais lui, ça ne le gêne pas, lui. Non. Mais lui doit toujours avoir du sang neuf. Voilà, du sang neuf. Mais est-ce qu'elles sont posées comme des dangers dans la société? Elles doivent être considérées comme des dangers parce que non, je ne pense pas qu'une mère célibataire soit considérée comme un danger pour la population. Non, je ne pense pas. Mais je pense que tout se joue au niveau de l'éducation, au niveau de la prise de conscience de la jeune fille. Mais est-ce qu'on n'a pas le constat aujourd'hui que le phénomène a pris beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui? Ça a pris beaucoup plus d'ampleur parce que c'est pour ça que je dis il faut s'attaquer à la cause. La cause aujourd'hui, c'est que les filles aiment la facilité. Beaucoup aiment la facilité et beaucoup se disent en tant que jeune fille émancipée et tout, elles n'ont pas de leçons à recevoir de leurs parents.
Et en plus de ça, il y a les phénomènes des néo-coachs que nous avons aujourd'hui qui leur conseillent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux et elles suivent ça bêtement jusqu'à tomber dans le trou. Donc tout ça a fait que ces dernières années, surtout ces 5 et 10 dernières années, le phénomène a vraiment pris d'ampleur et 10 couples, sur 10 couples, à peine 5 ou 8 tiennent pour 5 ans. Généralement, c'est 5 ans maximum. Et là, ça donc, c'est une question d'éducation. Il suffit de revoir l'éducation des jeunes filles actuelles et des petites filles que nous avons pour que demain le phénomène change. Sinon, il y a des craintes pour l'avenir. Il y a des craintes pour l'avenir. Il y a des craintes où, puisque déjà à 16 ans, la fille a déjà connu d'hommes. Une fille de 18 ans qui a déjà connu une dizaine d'hommes à 18 ans, ça craint en fait. À 20 ans, c'est une bonne quarantaine. L'aiguille monte très facilement. Voilà, c'est une bonne quarantaine. Et puis, à partir de là, sa capacité à pouvoir se concentrer sur un foyer va être vraiment faible. Va être vraiment faible parce que elle est habituée à la diversité. Et une fois habituée à la diversité, si un jeune homme la prenne, elle aura du mal à se concentrer. Pas qu'elle ne veut pas, mais c'est que l'organisme a commencé par réclamer. Elle est déjà habituée. Elle a besoin de plusieurs chargeurs. Elle est habituée à ça. Autre chose, quand vous prenez aujourd'hui 10 jeunes filles, 9 ne peuvent vous préparer correctement à manger. Ça, c'est encore une autre problématique. Ça, c'est une autre problématique. Voilà. Donc, le jeune garçon qui a peut-être, qui est peut-être un jeune fonctionnaire ou un entrepreneur qui a à 150 ou 200 000 le mois, qui va passer tout son temps au restaurant, ça va être compliqué. Donc, quand il va essayer une fois, 2 fois, il va dire, bon, ça là, je n'en peux plus. Et puis, il balance cette fille-là et puis il va se taper une autre, quoi. Merci à vous, professeur. On va démarrer avec le sujet du jour. Alors, en tant que prêtre de phare, dites-nous, quelles sont les dispositions spirituelles à prendre pour ériger sa demeure? D'entrée, avant même d'aller à ça, lorsqu'on achète le terrain pour construire sa maison, puisque avant de construire, il faut d'abord avoir le terrain. Est-ce qu'il y a des dispositions qu'il faut prendre d'abord avant d'acquérir la parcelle déjà? Non. Ou après acquisition de la parcelle? Normalement, peut-être sur un coup de chance, on peut ne pas avoir de problème en achetant directement. Si dans l'impression avant d'acheter, il faut prélever le sable de la parcelle. Consulter là-dessus. Pour voir sur la base de quel thème du fois on peut acheter cette parcelle-là sans qu'il y ait de problème de conflit, tout ça demain. Le conflit domaniaux. Surtout. Maintenant, si la conversation est bonne, là, vous pouvez acheter la parcelle. Mais il y a des gens qui achètent sur un coup de tête et puis ça leur marche très bien parce qu'ils n'ont aucun problème. Ils sont très chanceux. Ils sont très chanceux. Donc, ils n'ont aucun problème. Donc, en principe, il faut déjà commencer par cette démarche-là. Et une fois vous avez la parcelle, pour pouvoir construire, il faut également consulter pour voir sur la base de quel thème je peux démarrer cette construction et aller à terme. On peut ne pas avoir tous les moyens pour finir sa construction, mais il vaut mieux prendre les dispositions et maintenant commencer par construire un peu jusqu'à ce que, même sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, on finit sa construction, on intègre. Mais avant tout ça là, il y a des terres qui sont des terres à problème, pas parce qu'il y a conflit, non, mais il y a des énergies qui circulent sur certaines terres. C'est pour ça que même avant de démarrer une construction, quand vous allez consulter, le phare vous donne toutes les indications qu'il faut. Et là, après l'exécution de sacrifice, la première des choses à faire, c'est de désenvoûter le terrain. C'est-à-dire que de remettre cette portion de terre-là à neuf. C'est-à-dire qu'il y a des procédés ritueliques à effectuer sur le terrain d'abord. Pour détruire tout ce qu'il y a sur le terrain, bon comme mauvais, on détruit tout. Très rapidement, petite digression. Est-ce qu'on peut construire sa maison sur un terrain, par exemple, hanté, je peux dire par exemple un cimetière qui a été rasé après? Est-ce que je peux acheter cette parcelle, par exemple, et construire ma maison dessus? Je prends l'exemple simple, je dis une bêtise. Peut-être PK14, après, avec des réformes, le gouvernement a décidé, bon, qu'il faut transférer tous les corps peut-être ailleurs. Et après, la parcelle PK14 là est à vendre, est-ce que je peux l'acheter et construire ma maison dessus? C'est possible. C'est possible. Mais ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas facile. Non, parce qu'il faut d'abord invoquer, même si on ne connaît pas les noms, il faut invoquer tous les défunts qui ont siégé là, depuis le premier qui a été enterré jusqu'au dernier. Et il faut récupérer tous ces esprits-là, aller leur ériger une demeure ailleurs. Cette demeure-là, ça peut être une portion de mer. Ça peut être un petit endroit de peut-être 10 cm sur 10. Hein. Eux tous, ils peuvent rester là. Parce que dans les réalités cosmiques, le temps et l'espace n'existent pas. Mais sans ça, là, les laisser sur place, et même si on a tout rasé, on a tout enlevé, ils considèrent toujours qu'ils ont demeuré là pendant des années, voire des dizaines d'années. Ça reste et demeure leur demeure.
Donc, à partir de là, ils vont venir hanter à tout moment la maison. Ok. Donc, ça va être invivable, quoi. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a des endroits où on ne doit pas chercher à construire une maison là? Oui, il y a des endroits où on ne peut pas. Lesquels? D'abord, là où une divinité, Tovodun, c'est une divinité d'utilité publique. Même si on a rasé la divinité, vous ne pouvez plus, quoi que la décision que vous allez prendre, vous ne pouvez pas construire là. Vous ne pouvez plus construire là et habiter. Même si vous construisez, vous aurez du mal à dormir là. Mais si par exemple, je donne encore un exemple, si vous permettez, très bien dans une Fatoumi, si je veux acheter une parcelle, je vois que devant ma maison, peut-être, il y a un toilet qui est installé. Ça, les gens n'ont rien, puisque c'est pas sur la demeure, c'est pas sur la parcelle. Mais s'il y a un toilet en face de vous, vous pouvez habiter là. Je peux habiter. Même à côté de toilet, vous pouvez habiter là. Mais est-ce que je dois créer une relation avec lui ou bien non, pas forcément. Je peux habiter là. Habiter là sans rien lui dire. Sans rien lui dire. Je suis pas gêné. Je vois pas du tout. Allez-y. Tout à l'heure, vous avez parlé d'acquérir une parcelle. Une fois la parcelle achetée et la construction a démarré et tout d'un coup, les travaux sur le chantier s'arrêtent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des procédés à faire pour continuer? Oui, mais déjà, avant même de commencer la construction, une fois la parcelle mise à nu, comme je l'ai signé tout à l'heure, il faut purifier l'endroit. Après la purification de l'endroit, on procède à la sécurisation des lieux. C'est-à-dire qu'on protège les lieux avant de démarrer la construction. Et toute construction, quand on veut démarrer, nous sommes en Afrique après tout, d'autres le font sans aucun souci et ça marche pour eux. Mais je rappelle que même des expatriés, qu'on fait venir des entreprises, ou bien des entreprises étrangères, qu'on ramène ici pour faire de grands ouvrages, et ils font en cachette là ce qu'on fait ici avant de démarrer. Mais généralement, c'est pas fait au vu au sous de tout le monde. Ils le font dans leur registre à eux, parfois. Non, pas forcément, mais ils vont voir des dignitaires qui les accompagnent dans leur truc, mais en toute discrétion. Même les routes, les grands édifices et tout ça là, quand ils veulent construire, ils prennent des dispositions. Donc, il faut toujours prendre des dispositions avant de mettre la fondation en terre. Et une fois la fondation mise en terre, vous pouvez évoluer jusqu'à terminer. Une fois terminé, ou si la procédure a été entrecoupée, soit pour faute de moyens, ou pour une raison ou une autre, et il faut toujours chercher à savoir pourquoi. Si c'est par faute de moyens, là vous prenez votre temps, vous réunissez encore un peu de moyens et vous relancez. Mais toujours est-il qu'il y a des dispositions qu'on peut prendre pour qu'une fois le chantier démarré, qu'on ne rencontre pas de résistance extra en dehors de la mobilisation des moyens, qui dépend de vous et de vos sources de revenus. Mais il n'y aura pas d'handicap étranger, ou d'influence étrangère pour vous empêcher de continuer normalement, en dehors de votre capacité financière. De votre capacité financière. Mais on constate aujourd'hui, pour rester dans ce que Nasrin Fatou décrivait tout à l'heure, lorsque vous regardez dans la ville de Cotonou, il y a plein de maisons qui ont été construites et sont inachevées. Qu'est-ce qui explique par exemple ce phénomène-là? Est-ce que c'est des facteurs purement spirituels? Non. Est-ce que c'est le manque d'argent? Non, c'est pas des facteurs purement spirituels. Parce que parfois on se demande comment il a pu construire jusqu'à ce niveau et peut-être peut dire qu'il lui manque d'argent pour terminer lorsqu'on voit que tous les gros œuvres ont été effectués. Oui, vous savez, il y a des fois où on exagère un peu. Comment? C'est-à-dire que on a peut-être 10 millions pour faire les grosses œuvres. Alors que pour finir le bâtiment, il faut peut-être 25 millions. On se base sur ces 10 millions pour dire, bon, je vais faire le gros lot et on prend le risque, au fait. Au bout du gros lot, vous avez érigé les grosses œuvres, mais vous n'avez plus les moyens pour finir. Parce que vous n'avez pas fait la politique de vos moyens. Mais aussi, c'est une question de prédisposition mentale. Parfois, on se dit, je vais me lancer dedans et j'espère que les choses vont aller pour que je puisse... Et en temps, un robinet est fermé. Et voilà, en temps, quelque chose est coupé. Et donc, cela fait que ça ne porte pas. Autre chose, il y a également des difficultés à certaines personnes, ou des difficultés à avoir de gros moyens partir avec les architectes ou autres. C'est-à-dire que quand on veut faire un plan, de voir un spécialiste, au lieu de donner 2 ou 3 millions à un architecte pour vous concevoir le plan et pour vous suivre le plan normalement, on se dit non, bon, on appelle le maçon, on dit bon, bien, chambre à coucher, le profilé, on va faire un salon là, et voilà. Donc, quand on s'y met, après on commence à rencontrer des résistances, ou rencontrer des difficultés, ou peut-être le bâtiment ne tient pas. Donc, on est obligé d'abandonner, d'aller maintenant retourner encore en arrière pour repenser le plan pour pouvoir aller jusqu'à terme. Mais en dehors de ça, il y a des fois où on subit des avanies spirituelles. Lesquelles? C'est-à-dire que vous avez les moyens,
même de finir le bâtiment. À votre disposition, vous commencez, vous êtes sûr que vous allez terminer parce que vous avez tout ce qu'il faut pour terminer. Mais entre-temps, il s'est passé un certain nombre de choses, peut-être avec des gens, où c'est quelqu'un n'a pas digéré, il dit, bon, ok, d'accord, donc moi, je vais lui faire ça. Comme il est en train de faire ça, on va chercher un petit piquet d'empêchement là, et on met sous terre, et puis bon, tu vas tourner en rond, ça ne portera pas. Forcément, un affaire routier a pris par là. Certaines personnes estiment par exemple que lorsque le chantier est en cours d'exécution, il faut surveiller les ouvriers pour que ils ne s'adonnent pas à une activité sexuelle intense sur le terrain, parce que lorsqu'ils commencent pas à avoir des rapports sexuels sur le terrain alors qu'il est en chantier, cela également peut apporter la poisse et fait que ça va sombrer. Non, je ne pense pas à ça. Ça peut être une superstition. Je pense pas forcément à ça. Parce que même la maison terminée, on doit tenir des rapports sexuels dans la maison. Et il y a parfois des ouvriers qui dorment sur des chantiers, même de grands chantiers parfois d'État ou de privé, les ouvriers qui dorment là et qui font leurs besoins là. Donc, cela n'empêche pas forcément le chantier de s'arrêter. Non, pas du tout. Au contraire, parce que vous savez, l'acte sexuel dans un milieu donné désenvoûte le milieu des esprits négatifs ou des ondes négatives. Ah bon? Oui. En d'autres termes? En d'autres termes, je ne le conseille pas. Et lorsque la fondation est érigée? Oui. Une fois la fondation est érigée, on finit le bâtiment. Et c'est quand le bâtiment est terminé, avant de l'intégrer, on procède également à une nouvelle purification. Pour purifier telles que les choses qu'on vient de dire là, les besoins que en temps les ouvriers, les maçons ont eu à faire sur les lieux. Donc, on purifie à nouveau les lieux et on barricade en quelque sorte. C'est comme on le dit chez nous en fond, il y a l'Ikweo. Donc, on implante des choses à l'intérieur de la maison, au niveau des entrées de la maison, pour protéger la maison d'abord contre les agressions étrangères, contre le vol, contre les affaires d'usage de la sorcellerie. On protège la maison contre les incitations négatives des divinités vers cet endroit-là, et également les imprécations, les miasmes, les scories. On protège la maison contre tout ça. Et une fois fait, quand on vit dans la maison, on vit sans aucune difficulté. Parce qu'il y a des fois où quand on ne prend pas ces dispositions-là, et qu'on intègre la maison, c'est que les mois qui suivent, on commence à avoir des difficultés, soit professionnelles, soit économiques et autres. On se dit, ben, depuis que j'ai intégré cette maison, mes affaires ont chuté, mon travail a pris un coup, j'ai tel souci. Ça dépend des vibrations de l'environnement au moment où vous intégrez la maison. Justement, avant d'intégrer la maison, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre? Oui, il y a des dispositions à prendre parce qu'il faut forcément protéger les lieux contre toute vibration négative étrangère qui va venir perturber la quiétude de la maison. Parce que même dans l'environnement, il peut y avoir peut-être une entité quelque part qui a été négligée, sans savoir. Sans savoir. Une entité errante dans la rue et voit une nouvelle maison, de nouvelles personnes qui ont intégré, va chercher à rentrer dans la maison pour voir si elle peut trouver solution à cette difficulté. Et quand cette entité rentre dans la maison, si la maison n'est pas protégée, l'entité va rentrer dans la maison et va commencer par embêter les enfants. Les enfants tombent malades, c'est le madame qui tombe malade ou c'est le propriétaire qui tombe malade. Parfois, on intègre une maison et puis le père de famille décède brutalement. Juste après l'intégration de la maison. Pourquoi? À cause de ces vibrations négatives là, ou de ces entités errantes, de ces entités qui se promènent et qui rentrent dans vos maisons parce que la maison est nouvellement construite. Deux questions tout de suite avant de finir. J'aimerais me poser une question de savoir, est-ce que dans vos dispositions que l'on prend avant de débuter la maison, est-ce que c'est inclus des dispositions que l'on doit prendre pour ne pas que une fois la maison en chantier, qu'il n'y ait pas peut-être quelqu'un qui soudoie peut-être un ouvrier pour venir enterrer quelque chose sur le chantier pour l'empêcher d'évoluer? Et ça, c'est l'une des dispositions qu'on prend pour qu'on ne vienne pas enterrer quelque chose ou même qu'on ne vienne pas, même de loin ou de près, faire des choses pour empêcher les trucs d'évoluer. Mais en dehors de ça, il y a également des dispositions qu'on prend pour empêcher des incidents sur le chantier. Par exemple, on peut commencer un chantier et point rien du tout, à cause de mauvaises vibrations. Les ouvriers vont commencer à mourir. Soit ils vont commencer à mourir ou bien le bâtiment va s'écrouler sur des gens. Ça peut faire des blessés, parfois des morts. Sans aucune explication. Sans aucune explication. Alors qu'on a pris toutes les mesures sécuritaires et les matériaux qui sont utilisés sont des matériaux de qualité. Donc, en principe, rien ne peut présager à ce drame-là. Et ça, le bâtiment va s'effondrer sur quelqu'un et ça peut faire des victimes, même des pertes en vies humaines. Et là, le chantier va s'arrêter. Donc, il y a toujours la disposition qu'on prend par rapport à tous ces phénomènes-là. Ouais. Alors, une question également, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des zones
que l'on ne doit pas habiter? Lorsque, par exemple, on est initié au FA, lorsqu'on croit à la tradition, est-ce qu'il y a des zones qu'on ne doit pas Oui, habiter? Il paraît, par exemple, qu'il y a des gens qui ne doivent pas habiter peut-être là où il y a La plage, par exemple. Par exemple, un Sagouda qui habite la plage n'aura jamais la stabilité. Financière ou... Sur tous les plans. Parce qu'il dit, à Tinjoro Huto, no gon konwelua. C'est-à-dire que l'arbre qui est né au bord de l'océan ne manque pas de dandiner. Donc, quelqu'un qui a Sagouda qui vit au bord de la plage n'aura jamais de stabilité. Même s'il a loué. Même s'il a loué, il n'aura pas de stabilité. Il aura tous les problèmes du monde. Ah, et donc, il peut peut-être quitter Fidjosef, va peut-être habiter Il peut aller à Calabi. Kassato et penser que c'est la même de la Kassato qui lui porte chance. Alors que c'est son là signe. où c'est son signe qui ne peut pas accepter qu'il vive au bord. Qui ne cautionne pas qu'il vive. Au bord de la plage. Donc, c'est le signe qui détermine. En dehors de ça, autre zone interdite. Il y a beaucoup de, il y a par exemple des gens qui doivent jamais vivre dans la brousse. C'est-à-dire le signe pour aider Non, nos amis. pour ne pas psychologiquement embêter, parce qu'ils peuvent être traumatisés. Il y a des signes qui ne doivent pas habiter la brousse. Il y a des signes qui ne doivent pas habiter. Et non, non, mais quoi, mais. C'est-à-dire on les appelle les babagüetos. Là, il y a beaucoup de monde. Non, là, il y a beaucoup de monde qui ne doivent pas vivre là. Ils doivent vivre isolés. ils ne doivent pas vivre en ville, c'est ça? Ils ne doivent pas vivre en ville. Ils doivent vivre isolés. Et c'est dans cet isolement-là qu'ils vont se réaliser. Ils peuvent être dans cet isolement et construire même des maisons à étages en pleine ville, sans pour autant l'habiter. Il y en a d'autres, à qui vous voyez, non, ils doivent vivre sur une terre rouge. S'ils ne vivent pas sur la terre rouge, ça va être compliqué pour eux. Mais il n'y a que le phare qui puisse permettre de déterminer. On peut avoir le phare, et si vous ne vivez pas dans l'environnement qu'il faut, vous aurez tout le problème du monde. Vous allez penser que le phare que vous avez pris, le phare n'est pas efficace, ou bien le Bokor a mal fait le phare. Le Bokor n'a pas mal fait le phare. Chaque individu a une zone qui lui est forcément dédiée à partir de son destin. Est-ce qu'il y a des relations aussi avec les lagunes, par exemple, et les fleuves? Ben, bien sûr, il y a des gens qui ont des relations avec les lagunes, surtout ceux qui sont liés à Torosso, doivent vivre non loin des cours d'eau. De l'eau, quand je parle des cours d'eau, je parle d'eau douce. Je ne parle pas d'océan. Voilà. D'eau douce. Nasrin Fatoumi? Le professeur a déjà parlé sur. Je voulais demander si. Généralement, on rencontre quand l'on finit de construire sa maison, on appelle des gens pour venir célébrer avec nous. Pour inaugurer. Inaugurer la maison. Est-ce que cela n'a pas des répercussions à l'avenir? Cela a des répercussions parce que peut-être que moi, j'ai envie de construire 2 chambres à coucher. Je suis en train de faire entrée coucher depuis 5 ans. Je n'ai même pas encore fini cette entrée coucher là. Et puis toi, tu construis peut-être R+1 et puis tu m'invites à partager ta joie avec toi. Je veux partager la joie avec toi parce que tu vas me donner à manger, tu vas me donner à boire. Mais au fond, je me dis, qui suis-je moi pour que je n'arrive pas à terminer mon entrée couchée et que lui construit R+1 m'invite maintenant. Et là, animé de mauvaises foi, voilà, on va commencer par lancer des missiles et tout ça. Même le fait même de ruminer mentalement, cela peut porter préjudice à la personne. Il faut faire attention par rapport à ça. Parce que... mais est-ce que pour cette raison, lorsque je construis ma belle demeure, dont j'en suis très fier, je suis très heureux d'avoir ce chef-d'œuvre de mon accomplissement, est-ce que c'est une raison que je ne vais pas organiser une réjouissance pour inviter, pour couper le ruban? Est-ce que cela est permis d'abord? En principe, notre tradition exige que quand vous construisez, même si c'est un bâtiment en banco que vous finissez de construire, c'est-à-dire qu'on va prendre juste une bouteille de boisson et puis bon, on va verser par terre pour la bénédiction, pour que on puisse encore avoir plus de moyens pour en faire, et que ceux qui sont là, ceux qui ont été invités, en fait l'objectif est que ceux qui ont été invités à partager cette réjouissance-là, qui n'ont pas encore pu réaliser ça, les bénédictions sont faites pour que eux aussi, ils puissent le réaliser, pour que nous puissions encore tous aller vers lui, manger et boire. C'était l'idée de la tradition. C'est pour ça que quand vous finissez de construire une maison, on prépare à manger et on achète des boissons et on invite tout le monde. Donc ceux qui ont déjà pu le faire, on prie pour qu'ils puissent le faire davantage. Et ceux qui n'ont pas pu le faire, on prie pour eux pour qu'ils puissent le faire, pour que eux aussi, ils nous invitent à notre tour, pour que nous puissions également manger et boire chez lui. Mais malheureusement, la méchanceté humaine est telle que aujourd'hui, si vous le faites, c'est que vous commencez par creuser votre propre tombe. De sorte que beaucoup de gens construisent aujourd'hui, ils intègrent sans aucune autre forme de... Ils ont fait tout dans le calme, dans le calme avec leur famille, et puis ça s'arrête là, quoi. Et ça s'arrête là. Dernière question, David Kofi Aza, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on prend toutes ces dispositions avant, pendant et après la construction, est-ce qu'au fil des années, il y a des dispositions à prendre de façon cyclique pour
vivifier les énergies qui sont là pour quand même réanimer ce qui peut... Non, pas forcément. À moins Ce qu'on qui est ait- fait est fait à ce qui est vie. fait, c'est fait à vie. À moins qu'on installe un huelu. Il y a quelque chose que nous appelons huelu. Le huelu est fait à l'intérieur, c'est comme une divinité qui protège la maison, mais c'est pas une divinité qu'on vénère. C'est juste une connaissance qu'on implante qui assure la pérennité de la maison. De sorte que la maison ne soit pas une maison vide. Et n'a pas trop, c'est ça, un lit. Et donc, lui, son rôle, c'est de permettre à ce qu'il y ait beaucoup de progéniture. C'est-à-dire que chaque fois qu'on chose les choses, que ça se solidifie et que Correctement, et que ça sorte correctement, et que ça sorte sans correctement, problème. sans problème, et que la maison s'agrandisse, au fait. Qu'il y ait plus de personnes qui vivent dans la maison. Sinon, en dehors de ça, quand vous faites ça, c'est à vie, quoi. Je voulais cette question-là de vous poser. Dans le panthéon vaudou, quelles sont les divinités qui sont spécifiquement adaptées pour protéger une maison, garantir la stabilité, la paix dans le foyer et l'élévation des enfants qui vont être issus ou nés dans cette maison-là? La première divinité, c'est l'entité Gou, qu'on érige dans la maison. Pourquoi? Et après elle? Après l'entité Gou, c'est qu'il faut forcément aller vers une entité qui peut combattre les affaires de nuisance de la sorcellerie. Tel que le Minona, par exemple, tel que le Kenesi, par exemple, tel que Tron, par exemple. Voilà. En dehors de ça, quoi d'autre encore? Oh non, en dehors de ça, les autres divinités sont des divinités spécifiques. Une question d'un ami internaute avant de boucler. Il demande comment identifier un prêtre de phare parmi des prêtres de phare. Non, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, physiquement, rien ne présage où il n'y a aucun signe distinctif pour savoir que telle personne n'est pas de phare ou n'est pas prêtre de phare. Encore que, avant, on pouvait se baser sur un certain nombre d'installations chez l'individu. Même ceux qui sont dans le faux ont les moyens d'avoir toutes ces installations là chez eux. De sorte que quand vous allez là, vous allez trouver le legba, le dio, le kiti, le nan, le ledo. Donc tout est installé correctement, même mieux que les vrais Bokono parce que ils mettent beaucoup de moyens. Donc vous ne pouvez pas savoir. C'est un business pour eux. Ouais, c'est un business pour eux. Donc ils mettent beaucoup de moyens. On peut pas savoir. C'est vrai que nous sommes. Mais est-ce que à l'écoute, est-ce qu'on Oui. peut on peut avoir des signaux distinctifs ou À l'écoute, on peut avoir des détecter signes distinctifs. que- Déjà, la première identification, c'est l'humilité du Bokono. Un Bokono avéré, un Bokono assermenté est humble. Et il va pas, parce qu'il a vu beaucoup de choses, il va pas tout le temps crier, c'est comme ça. Non, un Bokono ne dit pas ça. Il faut toujours, le Bokono assermenté a toujours de retenue. Parce qu'il y a la volonté de la providence. Il y a la volonté de la providence. Mais c'est les néos qui veut forcément vous convaincre que, à part eux, la plus personne n'est puissant. Et là, c'est eux qui dit ça. Donc, il y a l'humilité. Le Bokono assermenté est humble. Après ça, Après ça, il y a également sa capacité à aller au-delà de la compréhension ordinaire. Parce que le Bokono ordinaire va se limiter au carcan des interprétations Basiques du phare. puis du phare. Non, le Bokono assermenté ira au-delà. Au-delà de ça, au-delà, c'est-à-dire, c'est quoi le au-delà? c'est-à-dire que il va vous apporter des informations qui parfois transcendent, même avec les légendes, les apologues, les aphorismes du phare. Et autre chose, le Bokono assermenté va forcément vous trouver la solution. Ça peut ne pas être celle que vous aurez souhaitée, mais il va toujours vous trouver la solution juste, la solution qui est adaptée à votre préoccupation. Mais il ne va pas vous proposer des choses qui vont avoir des répercussions après. Parce que la plupart du temps, pour capter, puisque nous savons qu'aujourd'hui notre société aime beaucoup le sensationnel, le Bokono assermenté n'est jamais dans le sensationnel. Il va jamais faire des choses extraordinaires pour vous mystifier. Pour vous mystifier. Il ne portera pas des choses extravagantes pour vous mystifier. Vous ne le verrez pas dans un pain rouge ou pain noir avec des dizaines de colliers qui pèsent plusieurs kilos au cou. Vous ne verrez aucun Bokono assermenté faire ça. C'est les plus simples possibles. Ils vivent même quand vous allez vous demander est-ce que vraiment celui-là c'est un Bokono. Voilà. Mais apparemment, il va jamais chercher à vous mystifier. Il va chercher à vous mystifier par son savoir-faire.
Il va chercher à vous convaincre par sa véracité, son efficacité, mais jamais par l'apparence. Quand quelqu'un commence par vous mystifier par l'apparence, c'est qu'il est en train de combler un vide dont il est conscient qu'il a, une carence qu'il a forcément. Merci à vous, David Kofi Azza, pour ces différentes explications. Je rappelle que vous êtes prêtre de foi vous-même. Vous êtes président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes. Vous avez plusieurs livres et ouvrages sur le vaudou invocatif. Merci d'être passé ce matin. Vous êtes grand maître de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, d'avoir conduit cet entretien avec moi. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Retrouvez demain Nasrine Fatoumi pour le même exercice. Belle suite de programme sur ESAE TV.